Bonjour à tous, ici Laurent Braillard pour International Reporters. Aujourd'hui nous sommes à Moscou et nous avons trois invités de marque qui vont se présenter. Donc Claude, Alexandre et Lucien, et qui reviennent du Donbass. Alors Claude, je commence par vous. Présentez-vous s'il vous plaît. Claude Janvier, écrivain, essayiste et chroniqueur sur des web TV. Chroniqueur notamment sur Géopolitique Profonde. Le lundi matin, je participe à la revue de presse. Et puis le vendredi soir, j'ai mon émission Libre Parole sur TV ADP. Et puis je collabore avec d'autres médias locaux, enfin pas locaux, d'autres médias libres et indépendants. Alexandre. Alors moi, Alexandre Penat, je suis cofondateur et rédacteur en chef du Média Kairos, qui est un journal et un site internet, un journal bimestriel. Et donc on existe depuis 2012. Et vous venez de Belgique. Et je viens de Belgique. Nos bureaux sont même basés à Bruxelles, au cœur de la propagande occidentale. Lucien, là, vous n'êtes pas un inconnu, mais... Oui, donc Lucien Cerise, donc c'est la troisième fois que je viens à Moscou, enfin que je viens en Russie. Et donc je mène des recherches en ingénierie sociale, à toutes les échelles d'application possibles et imaginables, notamment en géopolitique et notamment en Ukraine, qui est un véritable laboratoire d'ingénierie sociale, et puisque ce pays a connu 2 révolutions colorées en l'espace de 10 ans, donc c'était en fait 2 coups d'État maquillés en révolution populaire spontanée. La guerre actuelle est sortie directement de l'Euromaïdan, c'est-à-dire le... Oui, vous avez écrit plusieurs livres, dont le fameux... Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, puisque bon, c'est une guerre hybride avec une forte dimension de soft power et de guerre psychologique, et c'est la guerre de l'OTAN, c'est pas la guerre de la Russie, il faut toujours le rappeler. Alors moi je rappelle que le livre de Lucien, de mon avis personnel, est sans doute le meilleur sur le Maïdan. J'ai écrit mon propre livre, mais franchement je vous recommande donc de vous procurer son livre. Rappelez encore, Lucien. Voilà, Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN. Voilà. Aux éditions Culture et Racines. Alors venons-en à un autre sujet. Vous revenez du Donbass, vous revenez de Donetsk, et vous êtes allé aussi dans d'autres endroits du Donbass, d'un périple de 5 jours. Il y a peu de Français qui sont allés sur cette zone, c'est les zones de guerre, donc c'est quand même très courageux. Je commence par vous, Claude. Vos impressions, je pense que c'est la première fois que vous alliez en plus dans le Donbass. Pour moi, c'est la première fois que je viens en Russie, et c'est la première fois, bien évidemment, que je viens dans le Donbass. Eh bien, il y a un avant et un après. C'est-à-dire, il y a un avant Donbass et un après, parce que il faut toujours se rendre dans un pays pour pouvoir en parler. Et en fait, pénétrer dans un pays qui est une zone de guerre, c'est quand même un choc. C'est d'autant plus un choc que j'avais vu quelques émissions et reportages par les médias mainstream propagandistes français sur la République du Donetsk, et ils dépeignaient cette république comme étant presque une république bananière, alors qu'en réalité la vision que j'ai eue de la République populaire du Donetsk, c'est tout sauf ce que les médias propagandistes ont bien voulu nous faire croire. Alors justement, une première question. Parce que ça fait un moment que ça dure, on parle de l'occupation russe du Donbass. Qu'est-ce que vous avez vu de cette fameuse occupation? Mon Dieu, c'est terrible, hein, effectivement, c'est affreux. D'ailleurs, je me demande comment ces pauvres habitants du Donetsk et du Donbass puissent arriver à survivre. En plus, ils sont masos, parce qu'ils aiment ça. Voilà, mais alors plus sérieusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette région du Donbass a été la cible depuis 2014. Donc ce fameux coup d'État de l'Euromaïdan a été la cible des gouvernements successifs jusqu'à Volodymyr Zelensky, qui sont des pions de l'OTAN et donc des pions de l'impérialisme anglo-saxon. Et qu'en fait, depuis 2014, cette région peuplée à 99,99% de russophones se voyait de plus en plus réprimée, c'est-à-dire la langue russe se voyait interdite, etc. Les médias libres ou les médias d'opposition se sont vus interdire. Donc, il était malheureusement évident pour les habitants du Donetsk et de Lugansk et d'autres petites régions comme ça
eh bien, de se révolter, et ce qui ne les a pas empêchés malheureusement de se prendre des tonnes de bombes, et de se prendre toujours d'ailleurs des tonnes de bombes par des drones aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité du quotidien, c'est-à-dire la vie quotidienne d'un citoyen de Donetsk ou même de Gorlovka, puisque nous y sommes allés, c'est que dès qu'on sort de chez soi, on ne sait pas si on va rester en vie. Et même en restant dans son appartement, on peut se croire à l'abri derrière ces quatre murs. Eh ben, c'est faux, parce que un drone peut arriver, peut lancer une bombe ou un missile, et on peut se retrouver, eh ben, la personne peut se retrouver soit morte, soit avec un appartement coupé en deux, comme d'ailleurs ce que nous avons vu à Gorlovka, puisqu'on a interviewé un habitant qui habite un immeuble qui a été à moitié rasé, enfin à moitié bombardé, à moitié détruit, pardon. Et de l'autre côté, il a toujours son appartement, donc il vit là au milieu d'un immeuble à moitié détruit. Voilà, et qu'on pourrait croire vide, hein, quand on. Alors, qu'on pourrait croire vide, ce n'est pas le cas. Justement, Alexandre, vous étiez là aussi pour ce bombardement. Enfin, vous avez vu cet immeuble bombardé. Ouais. Objectif militaire, non loin, un tank, une tranchée, une base, un canon. Non, rien. En fait, ce que je voulais dire aussi, je vais réagir à ça, mais c'est que le principe de propagande, un des principes de propagande, c'est de laisser les gens dans leur bulle intellectuelle de confort. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à comprendre au-delà de ce que les médias mainstream nous disent, et surtout, on ne va pas partir, voir ce qui se passe. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas l'occasion comme nous de partir, on était invités, mais beaucoup auraient refusé. Et ici, les médias mainstream, même s'ils devaient venir, iront toujours dans un couloir où ils ne verront pas ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Et donc, ce qui nous est donné comme opportunité ici, c'est de voir justement, au-delà du décor et du Truman Show occidental, du spectacle permanent pour ce pays d'abord, ce qui se passe derrière ça. Et évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de Russes armés qui tirent sur les gens de Donbass. Et dans ce cas, comme on a dit, c'est qu'il y a des drones qui, à tout moment, peuvent être là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand la traductrice était avec nous, elle nous a dit ben là, tu vois, là, on risque notre vie à tout moment. Et je fais ah ouais, ok, je dis. Parce que on ne s'en rendait pas compte. Voilà. Mais pour quelle raison Parce qu'ils envoient des drones FPV, c'est ça, hein, à tout moment, qui tirent sur les écoles, sur ce qui reste des hôpitaux, sur les gens dans la rue. Et donc, il y a eu au moins 27 morts, enfants de tous les âges depuis 27 et beaucoup plus, mais des enfants depuis 2014 qui sont morts en allant à l'école, en allant jouer avec des copains. Alors si je peux faire une petite parenthèse, je connais les chiffres. C'est beaucoup plus. Pour la RPD, donc la République populaire de Donetsk, on est à peu près à 250 enfants assassinés depuis 2014. Et donc rien que sur Gorlovka, c'est 27. C'est ça. C'est déjà énorme. Et donc on a vu ces visages, on a vu ces gens. Et alors ce que je voudrais souligner aussi, qui me paraît vraiment très important, c'est qu'on n'a pas, et mes camarades me diront s'ils sont d'accord ou pas avec moi, on n'a vu aucune haine. Aucune haine, ni chez les gens du Donbass, ni chez les militaires. C'est-à-dire que les bataillons qu'on a visités, on n'a pas senti on veut se faire de l'Ukrainien qui défend Kiev, pas du tout. C'est des gosses qui sont, on va dire, il y a des plus âgés, mais des gosses qui sont quand même un peu perdus et qui se retrouvent. Là il y avait on avait un prof de japonais à l'université et qui se retrouve là de force, mais qui sont quand même patriotes et qui veulent défendre leur pays. Mais voilà, je trouve important de dire qu'il n'y a pas de haine, il y a un peuple qui a une résilience, comme on dit maintenant en Europe de l'Ouest, et une volonté de résistance qui est assez incroyable. Et ça m'a fait penser que quand on est dans un contexte où la mort est prégnante, on ressent beaucoup plus cette humanité. Quand vous dites de force, il était forcé d'être là ou il était forcé d'être sous les bombardements ukrainiens? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors, ce que je veux dire, c'est je pense, mais vous allez me corriger, c'est qu'ils sont pas arrivés en disant ouais, moi je veux faire la guerre, quoi. On leur a dit, il y en a un qui voulait faire sa thèse, le prof de japonais, et on lui a dit, non, c'est pas possible, tu dois aller. Il a été enrôlé dans l'armée. On n'a pas fait comme on fait avec les chercheurs en rue, en les obligeant à venir, femmes enceintes, jeunes de moins de 18 ans, etc., comme on fait. Alors là, vous avez rencontré des soldats d'un bataillon de volontaires ukrainiens. On a rencontré des soldats de bataillon de volontaires ukrainiens qui ont volontairement quitté l'Ukraine, l'armée du régime de Kiev, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je l'appelle comme ça, parce qu'ils étaient à la fois
d'abord ils se rendaient compte de ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on était en train de détruire leur propre peuple. Et puis surtout, ils nous ont parlé d'une forme d'inhumanité. Parce que même dans la guerre, il peut rester de l'humanité. L'inhumanité des soldats, c'est-à-dire des soldats du régime de Kiev qui, tu n'es pas d'accord avec un ordre, ou en tout cas tu doutes de quelque chose, on te tue. On te tue, ou on te fait comprendre que ça va pas marcher comme ça. Et donc ils nous ont expliqué la différence entre les deux régimes qui sont fondamentalement différents. Donc même pendant la guerre, on peut retrouver quand même de l'humanité. On sait que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait les traires dans les tranchées. De Noël. De Noël, ouais. Ce qui est aussi absurde parce que le lendemain ils s'entretuaient. Donc, et c'est des peuples frères aussi. Il y a eu un film là-dessus, à l'Ouest, rien de nouveau d'ailleurs. Alors, j'aurais à rebondir avec vous, Lucien, sur cette histoire d'humanité dans la guerre. Pourquoi, à votre avis, vous êtes venu en Russie un peu plus souvent, vous avez étudié beaucoup ce Maïdan. Pourquoi? Parce que le narratif occidental, c'est que les Russes sont des criminels de guerre, le président Poutine est un criminel de guerre, les Russes font du crime de guerre. Donc apparemment, ce que vous avez vu, c'est pas réel. Mais pourquoi il y a cette différence justement entre ce régime ukrainien, ce bandérisme, enfin ce qu'on veut, on peut l'appeler comme on veut, et justement les Russes qu'ils défendent? Pour vous, c'est quoi la différence? La différence, à un moment, on nous a expliqué, c'était justement quand on rencontrait les soldats. C'est-à-dire que, alors, on a rencontré des Ukrainiens qui ont quitté les forces armées d'Ukraine, les FAU, pour justement donc s'engager côté de Donbass, sans forcément intégrer complètement l'armée russe. Donc à un moment on discutait et donc justement un de ces soldats pouvait comparer, puisque en fait il avait expérimenté, pratiqué les deux armées, parce que en fait à un moment quelqu'un a posé la question à qui êtes-vous affilié, c'est-à-dire êtes-vous affilié à l'armée russe, ou êtes-vous indépendant? Et donc c'était, je crois, quelqu'un du bataillon Maxime Krivonos, là, donc Claude en fait tient un document. Voilà. Oui, donc c'est les tracts, alors qui sont en 3 langues en fait, notamment le français, puisque apparemment en fait il y a beaucoup de Français du côté pro-ukrainien, donc il faut s'adresser à l'ennemi aussi. Et donc c'est pour ça que les documents du bataillon Krivonos sont en 3 langues, donc français. Et donc oui, alors en fait le soldat qui avait expérimenté les deux armées, l'armée ukrainienne et l'armée russe, à laquelle ils sont affiliés sans vraiment y être, avec une marge de manœuvre, nous a dit que dans l'armée russe, on pouvait discuter les ordres, alors que dans l'armée ukrainienne, il n'y avait pas de discussion. Les supérieurs hiérarchiques donnent des ordres et même si c'est absurde, il faut les exécuter. Donc là, un soldat nous a dit qu'il y avait en fait possibilité d'un feedback, c'est-à-dire que les soldats peuvent renvoyer des informations à la hiérarchie pour en fait faire une boucle de rétroaction entre les donneurs d'ordre et les exécutants. Donc à partir de là, en fait, effectivement, on sort du dogmatique, on sort de l'idéologie, et on est dans des méthodes, en fait, ce que le management appelle la méthode agile. C'est-à-dire, en fait, ce sont des méthodes capables de s'auto-corriger en temps réel. Donc là, j'ai demandé à la traductrice, je lui ai dit, donc il y a une place pour la pensée dans la chaîne de commandement russe, et c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'il est possible en fait de corriger les commandements, de corriger en fait la trajectoire prise si on constate sur le terrain qu'elle nous conduit dans le mur. Apparemment, il n'y a pas cette souplesse, ce pragmatisme, cette flexibilité dans la chaîne de commandement ukrainienne. Ce qui explique peut-être aussi une grande partie de son échec. Donc moi c'est déjà, là c'est des détails un peu techniques, mais c'est intéressant à savoir. Ensuite aussi ce qu'on a vu, c'est que les gens, les soldats avec lesquels on a discuté, finalement sont assez doux. L'impression qu'ils nous ont donné, c'était pas des brutes épaisses, ça c'est sûr. Même des gens assez éduqués. Et c'était assez agréable de discuter, d'interagir. On n'est pas avec les skinheads de Pravi Sector
enfin avec les toxicos. Encore le bataillon Azov, c'est la crème en fait. Hein, c'est quand même, ils avaient en fait une unité de guerre culturelle. Comment dire, avec Olena Semeniaka ou des gens comme ça, c'est pas le pire en fait, hein, mais bon, il y a encore pire. Les eux ils veulent pas faire, on sent qu'ils veulent pas faire la guerre. Ils doivent. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, on peut résumer les choses comme ça. Ils doivent le faire. Bon, et ils aimeraient bien que ça s'arrête le plus vite possible, mais de toute façon, ils feront le boulot, hein, parce que c'est une question de survie, physique, hein, puisque, comme disait André Biletsky, un des chefs du bataillon Azov, nous allons appliquer dans le Donbass le scénario croate. C'est-à-dire une épuration ethnique. L'épuration ethnique qui a été pratiquée par les bandéristes en 1943 dans les fameux massacres de Volhynie contre les Polonais. Exactement, voilà. Donc ils ont déjà la pratique de la chose. Hein. Ils ont une tradition du génocide, une tradition de l'épuration ethnique. Ils avaient bien l'intention de la mettre en pratique une nouvelle fois fin 2021 et début 2022. C'est pas pour rien que l'armée russe a lancé son opération militaire spéciale. C'était justement en fait pour anticiper en fait justement le génocide des gens du Donbass. Alors je voudrais revenir à Claude. Claude, je sais que vous êtes allé à Mariupol, quand même ville symbolique, grand port du Donbass. Il y a beaucoup de critiques qui ont été émises par des médias dernièrement. Il y a eu des reportages des médias mainstream qui ont bien sûr montré un Mariupol qui est tout autre que celui que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu à Mariupol? J'ai vu une ville bien reconstruite, à la vitesse grand V. Nous sommes allés devant le théâtre de Mariupol qui est en train d'être reconstruit, mais alors vraiment magnifiquement. Et je pense à l'identique. Après, on a vu vraiment avant, c'est-à-dire ce qui s'est passé, immeuble détruit, et juste à côté, un immeuble rénové. Donc effectivement, on peut faire la part des choses très vite et se dire qu'ils ont mis le paquet, les autorités ont mis le paquet pour reconstruire Mariupol le plus vite possible et redonner aux habitants de Mariupol une joie de vivre, une joie de vivre dans sa ville, une ville claire, propre, etc. Bon, c'est pas une chose facile, hein, parce qu'apparemment les destructions ont été lourdes. Je fais référence ici à l'usine Azovstal à Mariupol, donc juste à côté, qui a été complètement rasée et apparemment qui est toujours minée. Ce qui veut dire que effectivement aujourd'hui il y a des mines toujours, et ces fameuses mines à sous-munitions en plus qui ont été interdites normalement, qui sont interdites par les conventions internationales. On n'entend pas l'Occident en parler effectivement. Et tout ce secteur de l'usine Azovstal a besoin d'être déminé, ce qui vous laisse à penser, que, ma foi, il y a encore beaucoup de travail pour rendre toute cette zone viable. Mais ceci dit, la cité de Mariupol fait un très bon effet d'une résistance et d'aller de l'avant malgré tout ce qu'ils ont pu subir jusqu'à présent. On a moins vu que Gorlovka aussi, on est moins resté. Pareil, Gorlovka, on sent tout de suite que c'est beaucoup plus lourd, malheureusement. C'était à peine à 20 km. On y est plus resté aussi, mais Mariupol, on n'est pas resté longtemps. Ouais, mais quand même, Gorlovka, on sent que c'est quand même beaucoup plus lourd. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour reconstruire et pour rendre un peu à cette petite ville toute sa lumière, qui pour l'instant, malheureusement, a été gâchée par ces bombardements et est toujours gâché d'ailleurs par ces bombardements intensifs avec des drones. Les drones, je voudrais ajouter quelque chose très vite. La guerre a vraiment changé de visage dans les 5 dernières années, c'est-à-dire que les guerres conventionnelles, comme on pouvait avoir l'habitude déjà malheureusement de les voir, aujourd'hui depuis 5 ans, avec l'apparition des drones, moi j'ai suivi cela bien sûr, mais je ne l'avais pas vraiment touché du doigt. Et en réalité, la plus grande appréhension aujourd'hui des militaires, et on en a parlé d'ailleurs avec certains militaires que nous avons rencontrés, c'est les drones. C'est une vraie hantise parce que le danger, la mort vient du ciel et on ne les voit pas arriver, on ne les entend pas arriver et tout d'un coup, il y a le missile qui arrive, la bombe arrive et pan, on est mort, quoi. Et ça, je veux dire, c'est une sale guerre, c'est-à-dire que malheureusement, on s'oriente de plus... L'humanité s'oriente de plus en plus vers des guerres sales, de plus en plus sales et de plus en plus électroniques. Et là, malheureusement, c'est de plus en plus horrible, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel civil aujourd'hui, n'importe qui peut passer de vie à trépas en l'espace
d'une pichelette, d'une fraction de seconde. Ouais, ça présage rien de bon en fait. Ça présage rien de bon pour dans la futur. guerre. Rien de bon. On sait pas ce qu'ils vont faire après. Non, rien de bon du tout. Alexandre, un petit mot sur ce qui vous a plus marqué dans ce voyage? Écoute, j'ai quand même été fort marqué par les soldats, les militaires qui sont sur le terrain et qui à tout moment... Alors on le sait, c'est tellement un truisme, c'est une évidence, mais quand tu es là devant eux et que tu te dis, ben là en partant dans le Hummer, là, dans le camion, après avoir passé l'après-midi avec eux, je me disais, bah, au fait, peut-être que dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, bah, la moitié sera morte. Il y en a un qui nous a raconté qu'il était 18 de ses... je crois qu'il était chef de section, moi je connais pas les termes militaires, mais 18 de ces hommes sont morts en une attaque, je pense. Quand il était du côté du régime de Kiev, je pense, où un ordre absurde avait été donné. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui se passe. Les ordres sont beaucoup plus absurdes, comme disait Lucien. Mais j'ai été aussi marqué par ces étudiantes de l'université de Donetsk qui avaient une lucidité et une intelligence d'esprit qui commence à se perdre dans les milieux universitaires. Et ouais, qui est une denrée rare dans les milieux universitaires occidentaux, notamment à Bruxelles. C'est dans cette université bruxelloise qui se dit libre, mais il faudrait enlever le L de ULB. Ouais, ces enfants aussi disparus, mais la force, je répète, la résilience des gens. Voilà, je pense que c'est vraiment une expérience extraordinaire. De toute façon, ça a lieu, donc autant y aller et le voir. C'est une expérience extraordinaire, mais humainement quand même très difficile, et on aurait préféré ne pas vivre ça. Comme me disait, je fais un peu le pont, Naomi Wolf qui a épluché les 450 000 pages du dossier Pfizer avec une équipe de 3200 personnes. Pareil, elle pleurait dans une interview en disant j'aurais préféré ne pas vivre ça. Mais on est là pour s'y confronter, voilà, on préférait que les peuples soient amis et qu'on visite la Russie et le Donbass dans un autre cadre, évidemment. Ce qui m'a ému aussi, c'est cet homme qui sort de chez lui, qui descend, qui vient nous parler et qui nous explique dans quelle horreur quotidienne il vit. De ce fameux immeuble, de cet immeuble dont on frappé, parlait tout à l'heure, où une famille à côté est détruit, morte. Et à moitié conservé, et là, il habite toujours là. Et d'ailleurs, il avait un t-shirt intéressant, Alexandre. Ouais, je pense qu'on peut parler de son t-shirt. Son t-shirt, alors on a réussi à le filmer, c'est marqué démocratie, paix, et il y a une bombe. Il y a une bombe qui se détache, c'était son t-shirt, et en dessous de la bombe, il y a un enfant. Et on lui a dit, waouh, le t-shirt est absolument très parlant. Quoi. Voilà, c'est ce qu'apporte la démocratie. Puis on a visité aussi ce boulevard, le boulevard central de Donetsk, où cette banque a été bombardée. Je ne sais plus la date. On n'a plus les dates parce qu'on a vu le programme a été chargé, mais chargé vraiment. On n'a pas arrêté. Et donc on est devant cette banque où il y a encore des tirs d'artillerie, de cet obus. Et puis après, moi je vois les images qui avait été tourné à l'époque avec ces cadavres, cette boucherie, parce que ça aussi, c'est quand cette criminelle d'Ursula von der Leyen demande 850 milliards pour faire la guerre, et que tous, comme des gramophones dans les pays, répètent qu'il faut de l'argent, j'aimerais bien leur ramener les corps qu'on voit au sol, et cet homme qui voit son épouse morte à ses pieds. J'aimerais bien lui jeter à la gueule, désolé, mais à cette Ursula criminelle, les tripes de ces gens qui sont morts pour rien. Donc ça vraiment, c'était aussi un moment... mais tout était des moments forts à l'émotion. Moment intense et poignant, c'est clair. Lucien, et vos impressions sur ce voyage? Parce que vous avez beaucoup écrit évidemment sur le sujet, sur le Maïdan. Là, vous avez vu finalement le résultat du Maïdan, hein, dans son côté, son aspect le plus sombre. Vos impressions, Lucien? Oui, en fait, surtout, moi j'étais curieux de voir de mes yeux ce sur quoi j'écris depuis plusieurs années, maintenant 11 ans. En 2016, j'avais fait un voyage à Kiev, je m'étais rendu à Kiev fin 2016, avant que mon livre ne sorte. C'est une précaution, évidemment. D'ailleurs, ensuite, le porte-parole du régiment Azov en France m'avait fait savoir que j'étais devenu
persona non grata en Ukraine après la sortie de mon livre. Tu vas voir maintenant. Mais Qu'est-ce que ça veut dire persona non grata? Une balle dans la tête? non, mais que probablement si je voulais retourner en Ukraine, bon, soit dans le meilleur des cas, je serais refoulé à la frontière, dans le pire des cas, laissé rentrer enfin, en tout cas, voilà, j'avais été repéré en fait, par les services de sécurité ukrainiens après la sortie de mon livre. Avant, donc, ce qui m'avait permis effectivement donc, de faire un aller-retour Paris-Kiev en novembre 2016. Pour visiter un peu justement le théâtre d'opération du coup d'État et de l'hiver 2013-2014. Donc voilà, bon, voilà, quand on étudie quelque chose, bon, à un moment ou à un autre, on a envie de le voir. Hein. Alors bon, moi c'est vrai que j'étudie plus finalement l'OTAN que l'Ukraine. Et l'OTAN, je suis plongé dedans jusque par-dessus la tête. Mais bon, malgré tout, il y a effectivement des champs de bataille qu'il faut visiter ensuite, qu'il faut voir de ses yeux pour effectivement alimenter ensuite la recherche, alimenter l'écriture et le travail d'analyse. Là, moi, en fait, ce voyage, je le considère plus comme finalement, je dirais, une récompense d'un travail au préalable que comme le début d'un travail sur le sujet. Quand je dis récompense au sens où en fait, bon voilà, je vois enfin la matérialité de ce dont je parlais effectivement depuis un certain temps. C'est en ce sens-là que effectivement, bon, il y a moins d'effets de surprise peut-être que sur des gens qui en fait on découvre le dossier depuis plus récemment. Je vois en fait dans l'équipe là de 10 personnes avec laquelle nous étions, bon, il y avait des gens qui découvraient vraiment quasiment en fait l'histoire de ce qui se passe depuis 2014, qui étaient moins informés que d'autres. En l'occurrence, moi, c'est plus en fait une façon de lester en quelque sorte la recherche que je fais avec du réel qu'une découverte. Ça permet d'incarner ce que j'ai déjà vu en images, ou ce que j'ai déjà vu aussi de toute façon à Paris, puisque de toute façon nous avons des bandéristes en France qui aujourd'hui font des manifestations à Paris, qui sont pas arrêtés. Et qui peuvent manifester librement. Donc en fait, bon, de toute façon, le problème est en train de s'étendre. Le problème ukrainien est en train de s'étendre en fait à toute l'Europe. C'est la Pologne qui est aussi touchée après évidemment l'Ukraine et la Russie. Avec l'immigration ukrainienne qui devient très 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 problématique en Pologne, qui commence à déstabiliser le pays, puisqu'il y a des enfants qui font des saluts hitlériens à l'école maintenant, des enfants, des Ukrainiens, des petits Ukrainiens en fait, qui ont obtenu le statut d'asile politique avec leurs parents, et qui commencent en fait à effectivement scandaliser la population polonaise. Il y a toutes les mafias ukrainiennes sont en train aussi d'arriver en Pologne. Qui récupèrent les armes. Voilà, et bon, donc tous ces gens, enfin tous ces bandéristes sont associés aux globalistes. Ils font des manifestations avec des drapeaux féministes ou LGBT en Europe. Donc bon, c'est la prochaine étape en fait. C'est le prochain problème quand ce sera réglé en Ukraine. De toute façon, le problème va se transposer en Europe de l'Ouest. Là, j'anticipe un peu, mais en fait, les problèmes ne font que commencer chez nous, alors qu'ils sont en train de se régler ici. Ça, c'est le message que j'ai envie d'envoyer aussi à mes concitoyens et à tous nos amis d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest. Un mot de la fin, Claude. Qu'est-ce que vous auriez à dire à justement vos compatriotes, nos compatriotes, aux citoyens européens et même du monde? Déjà, aux citoyens, au peuple français, j'ai envie de leur dire, informez-vous correctement, arrêtez de gober la moulinette des médias propagandistes, parce qu'en fait c'est un bulldozer de propagande, et ce n'est que de la propagande. Essayez dans la mesure du possible d'aller vérifier les faits par vous-même. Alors je ne vous demande pas d'aller tous venir dans le Donbass, mais à partir du moment où il y a des gens comme nous, comme d'autres,
qui y vont et qui témoignent ensuite, informez-vous correctement de ce qui se passe et des véritables enjeux. Parce que je pars du principe que plus une personne sera informée et plus une personne peut comprendre ce qui se passe. Maintenant, en finalité, c'est j'ai presque envie de dire, c'est les forces du bien contre les forces du mal. Alors on va me dire, oui, bah évidemment, bon, voilà. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le monde unipolaire contre le monde multipolaire. Le monde unipolaire, c'est les USA. Malheureusement, pour nous, Européens, c'est l'Europe aussi et c'est le Japon. Qui veulent à tout prix maintenir l'hégémonie du dieu dollar, puisqu'en fait c'est de cela dont il s'agit vraiment basiquement, contre le monde multipolaire qui est, comme tout le monde le sait, la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde et tous les pays qui composent les BRICS. Et toute l'Afrique, et toute l'Asie, et finalement... Voilà, donc évidemment, mon vœu le plus cher, c'est que cette guerre insensée, voulue par l'OTAN, quand même, et les USA, il faut quand même bien le souligner, non pas voulu par la Fédération de Russie que cette guerre insensée s'arrête, parce qu'on en est à, je ne sais pas combien, plus d'1 200 000 victimes déjà, et c'est déjà énorme, et c'est beaucoup trop. Tout ça pour satisfaire des marchands de canons, tout ça pour satisfaire une oligarchie financière mondiale internationale. Et comme le citait Paul Valéry, la guerre est faite malheureusement par des gens en majorité par des gens qui se massacrent et qui ne se connaissent pas, au profit d'une minorité qui se connaît très bien et qui ne s'entretue jamais. Donc c'est vraiment une phrase à méditer de Paul Valéry, et c'est vraiment de cela dont il s'agit. Il faudrait que les peuples arrivent à comprendre, enfin, arrêtez de faire des guerres au profit d'une minorité qui n'en ont rien à faire de vous, de votre survie, de la survie de votre famille. Voilà, que la paix arrive le plus vite possible là en Ukraine. Alexandre? Alors, je ne sais pas, franchement, s'il y a encore quelque chose à leur dire. Il y a une dialectique intéressante entre l'information et le désir d'être informé. Et je me rends compte progressivement, depuis que je suis journaliste, mais aussi avant, que ce n'est pas l'information qui réveille. Dans la plupart des cas, c'est le désir de comprendre qui fait aller vers notre information. Donc, alors c'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'informer, puisqu'on est là pour ça. Mais quand on voit encore la puissance des médias de masse, parce que certains disent oui, ils sont plus lus et tout ça, mais dans la rue, quand on passe devant un kiosque, on sait très bien que c'est les titres, les photos que les gens voient. C'est le plus important. C'est le journal parlé, où il y a quand même encore énormément de gens en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, partout. Et donc, c'est la question de l'effet de la poule, parce que tant qu'on n'aura pas le contrôle, ou un contrôle en tout cas, ou en plus grande diffusion de nos informations, les gens resteront dans la caverne. Vraiment, la caverne de Platon, il n'y a pas mieux pour expliquer ce qui se passe actuellement. Donc les gens, ils sont encore dans la caverne. Ceux qui en sortent et viennent dire à ceux qui sont dans la caverne, mais les gars, réveillez-vous, ils sont ou bien assassinés symboliquement, ou bien assassinés pour du vrai. Donc voilà, j'ai un côté à la fois optimiste, sinon je ne serais pas là, mais aussi lucide et pessimiste. Donc continuons, mais c'est compliqué. Lucien? Oui, je vais prolonger le propos d'Alexandre sur la caverne. Enfin, c'est-à-dire que les médias de masse occidentaux essaient de nous enfermer dans une réalité virtuelle complète, une sorte de réalité parallèle, dans laquelle la Russie lance une guerre en 2022 en envahissant l'Ukraine. Ça, c'est le récit officiel qu'il faut répéter en boucle, comme des perroquets, et qui structure, qui est la colonne vertébrale du storytelling, enfin du récit officiel des événements. En fait, la réalité, c'est que la guerre commence en 2014 et que l'opération militaire spéciale russe essaye de mettre fin à cette guerre. Donc c'est exactement le contraire qui se passe. Ce n'est pas la Russie qui lance une guerre contre l'Ukraine, mais c'est la Russie qui essaye d'arrêter la guerre civile que le régime de Kiev a lancée contre le Donbass, la Crimée et les russophones en général. Donc la Novorossia et les nouvelles régions. Il faut rétablir, il faut sortir donc, de cette réalité virtuelle dans laquelle c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, et rétablir les faits, la matérialité des faits,
Non, l'opération militaire spéciale russe doit mettre fin à une guerre commencée en 2014 par le régime de Kiev avec le soutien aveugle de l'OTAN. Donc ça, il faut le répéter, puisque bon, c'est comme ça que ça rentre dans la tête des gens. La pédagogie, c'est la répétition. La propagande aussi, mais la pédagogie aussi, qui est une contre-propagande. Voilà, il faut vraiment, effectivement, en fait, c'est la guerre entre des récits, donc c'est une guerre hybride là pour le coup. Nous, en fait, on va pas, et on sera pas sur le terrain des armes à feu, comme les bataillons qu'on a vus. On se bat avec nos crayons, nos stylos, nos claviers d'ordinateur. Là, ça me fait penser d'ailleurs à ce que disait Irina Farion, une grande figure du bandérisme, qui disait voilà, la guerre, elle se fait avec des armes à feu et des stylos. Effectivement, il y a toute la dimension de guerre culturelle et de guerre psychologique qui nous est menée pour nous persuader d'entrer dans cette réalité virtuelle où la Russie attaque l'Ukraine. Bon, voilà, notre rôle, c'est de sortir de cette réalité parallèle et de revenir dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, la Russie essaye d'arrêter la guerre, commencée en 2014. C'est vraiment ça, je pense qui doit devenir en fait l'axe directeur, la colonne vertébrale de tous nos efforts, parce que bon, sinon ça ne sert à rien. Donc, c'est quand même, c'est tout à fait faisable en fait, avec le temps. De toute façon, le réel prend, comme on dit, la vérité. Le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier. Mais voilà, rien ne sert de courir. C'est comme si j'allais à la fontaine. Un jour ou l'autre, de toute façon, la vérité, le réel, le monde réel, le réel, c'est le retour du réel, quoi. Et comme disait Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Bon, voilà. Il va falloir effectivement que les opérations TikTok, comme dit Xavier Moreau, les opérations des Ukrainiens, les opérations TikTok, c'est les opérations de communication, vont de toute façon, un jour ou l'autre, se dissoudre face au réel et qui l'emportera à la fin. Pour moi, c'est un combat entre le réel et le virtuel, fondamentalement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup de cette interview. D'abord de ce courage d'être allé sur place. Je sais que c'est pas évident, surtout d'atteindre cette région. Je sais que vous avez fait un très long voyage. J'espère que vous reviendrez pour revoir plus ce pays fantastique qu'est la Russie et le Donbass. En tout cas, merci à vous tous. C'était Laurent Braillard pour International Reporters et nous étions à Moscou. Merci encore à vous. Au revoir. Merci.